L'histoire de la police de Montréal se confond intimement avec l'histoire de la ville de Montréal elle-même. Au fil du temps, les lois, la morale, le progrès matériel évoluant, la société montréalaise est devenue plus complexe et son service de police également. Ses champs d'action se sont élargis. Mais son but premier est resté le même. La police a pour tâche de maintenir l'ordre et de faire respecter la loi. Le premier service de police a été installé à Montréal en 1663. Mais avant cette date, l'ordre était maintenu par l'armée. À cette époque-là, il ne faut pas l'oublier, Montréal s'appelait Ville-Marie, la religion était très importante. Ce qui explique pourquoi le premier corps de police s'appelle la milice de la Sainte Famille Jésus-Marie-Joseph. À peu près 140 hommes. Leur tâche, c'était des volontaires. Ils travaillaient 18 heures par jour, 7 jours par semaine, et ils devaient essayer de prévenir les attaques des Iroquois. C'est vrai que la Fédération des policiers n'existait pas encore. Et depuis, le corps de police de Montréal s'est vraiment agrandi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de 100 personnes qui composent le service de police de la Ville de Montréal. On est près de 5700 employés. C'est 4200 policiers et 1500 employés civils. Mais le vrai cœur du service de police de la Ville de Montréal, c'est les directions de la gendarmerie et de l'enquête. La direction de la gendarmerie, les policiers en tenue qui offrent le service aux citoyens dans les 49 postes de quartier et dans les centres opérationnels au niveau des unités d'intervention. La direction des enquêtes, les policiers en tenue civile qui font les enquêtes dites un peu plus générales, les crimes un peu plus communs, et nos enquêteurs spécialisés qu'on connaît un peu via des séries télévisées ou via des événements majeurs sur le territoire, nos enquêteurs des homicides, des crimes majeurs, du crime organisé ou de l'identité judiciaire. À partir de 1818, pour que les rues de Montréal soient beaucoup plus sécuritaires la nuit, on établit une surveillance. Ce sont des gens qui vont parcourir les rues de Montréal pendant toute la nuit et à chaque heure, ils vont dire il est telle heure et ils vont rajouter tout est bien pour indiquer qu'il n'y a pas de problème. All's well, all's well. All's well, all's well. Mais comme à Montréal à ce moment-là, on est très anglophone, on dit tout en anglais. On dit all's well. Pour tout est bien. Et les gens, les francophones, vont commencer à utiliser l'expression « bozouel ». Mais avec le temps, on va syncoper ça, on va utiliser le mot « bozo » et penser à Raymond Lévesque, « bozo les culottes » ou encore à Félix Leclerc, « pauvre bozo sur son radeau ». Dans les sous-sols du quartier général de la police, 2 pièces, véritables cavernes d'Ali Baba, renferment pêle-mêle des morceaux de la mémoire de la police municipale, mais en fait, des pans entiers de notre propre histoire. On trouve là, par exemple, la plus vieille photo existante du corps de police de Montréal. Cette photo a une petite histoire, mais qui est bien révélatrice de la grande. Elle date de 1880. Fait intéressant, sur la photo, on retrouve un individu qui porte une médaille. Cette médaille, on lui a décerné pour un acte bravo qu'il a posé en 1878. On retrouve dans les minutes du Conseil de Ville de Montréal une discussion à savoir si on y met une médaille, remet une médaille, ou bien une augmentation de 5 $ par mois. On a décidé de lui donner une médaille. Une bonne partie de la population francophone était sous-éduquée, sous-développée. L'alcool, la boisson faisait partie des mœurs quotidiennes. Dans les tavernes, c'était la loi du plus fort qui régnait. De sorte que, dans le recrutement de la police, on cherchait des gars bien bâtis, bien forts, plutôt que des gens bien instruits, bien éduqués. Comme un symbole, on peut noter que Louis Cyr, l'homme fort le plus célèbre du Québec, était policier à Montréal. Et le tout premier champion olympique canadien de l'ère moderne est un policier. En 1904, Étienne Desmarteaux a gagné la médaille d'or au lancer du poids. Je suis devenu policier à Montréal en 1959. J'avais 22 ans. Robert Côté, c'est l'ancien chef de la brigade antibombe puis de la section technique, l'ancêtre du célèbre SWAT. Aujourd'hui, pour devenir policier ou policière, il faut obligatoirement passer par le cégep. C'était pas le cas en 1959. Je venais de terminer un stage de 6 ans dans l'armée canadienne et mon premier poste d'attache a été celui de Pointe-Saint-Charles. Après quelques minutes en poste, le sergent me prend à part et me diffuse les conseils d'usage et j'ai surtout retenu une chose. Le sergent me dit:
Si tu veux réussir dans la police, tu as 3 choses à faire. Pogne des voleurs, donne des étiquettes, puis ferme ta gueule. Le plus drôle, c'est que le sergent avait raison. Il avait raison parce que cette approche-là était celle des services de police un peu partout en Amérique du Nord, pas seulement Montréal. La police, à l'époque, c'était une grande entreprise où le client n'avait à peu près jamais raison. Les relations communautaires, les relations publiques, ça faisait pas encore partie du décor policier. Une blague sur cette époque court encore dans la police d'aujourd'hui. On parle de 3 lettres, Q, C, R. Elles correspondent aux phases d'un interrogatoire, mais pas forcément fictif de l'époque. Q, c'est pour question, C pour claque et R pour réponse. Ce genre d'intervention est assimilable à une bavure. Aujourd'hui, il serait difficile que ce genre de bavure ne passe pas dans un bulletin de nouvelles ou ne fasse pas la une d'un quotidien. Et puis, il y a aussi la Charte des droits, bien sûr. Ce qu'on pouvait faire avant devenait illégal le lendemain. On pouvait facilement prendre des preuves d'une façon illégale et on pouvait les présenter de façon tout à fait légale. Avec la Charte des droits, on ne peut plus faire ça. C'est donc un grand changement de cap pour un service de police. Il ne faut pas se cacher qu'il peut y avoir encore des actes de violence policière inacceptables. Mais si elles portent le nom de bavure, c'est que, heureusement, elles ne sont pas monnaie courante. Tous les policiers maintenant doivent avoir suivi un cours collégial. On leur fait passer une batterie de tests, dont des tests physiques et psychologiques. Et on veut s'assurer que ces candidats sont aptes à faire leur fonction et aussi qu'ils ne tomberont pas dans la corruption. Dépêchez-vous, embarquez, tension à la marche, watch your step. Je regrette, monsieur, votre transfert n'est pas bon. Avancez en arrière, move to the rear. À Montréal, l'après-Deuxième Guerre mondiale est peut-être l'âge d'or de la corruption, l'âge d'or à peu près de tout ce qu'il peut y avoir de criminel à Montréal. Montréal est devenu à ce moment-là un peu le port d'attache de la French Connection. La drogue arrive en quantité. Et dans le célèbre Red Light, à ce moment-là, il y a un foisonnement de maisons de Paris, de bordels et de maisons de jeu. Jeune avocat à ce moment-là, le futur maire de Montréal, Jean Drapeau, s'en inquiétait fortement. Vous savez, dans tous les magazines américains, Montréal était décrit. Il y a des articles qui désignaient Montréal comme The Sin City, la ville du péché, avec des photos montrant comme c'était facile d'entrer dans une maison de jeu, dans une maison de Paris, ou même dans les maisons de prostitution. Tout le monde sait que des policiers de tout grade peuvent être achetés par la PEG, mais personne n'ose dénoncer le système. Sauf qu'en 1946, il y a un jeune avocat qui devient directeur adjoint de l'escouade de la moralité. Il s'appelle Pacific Plante, plus connu sous le nom de Pax Plante. En juillet 1947, il devient assistant directeur de l'escouade des mœurs. Ce qu'il va trouver, ça fait vraiment pas l'affaire de ses patrons. Ce qui fait que peu de temps après, il va être suspendu pour des raisons obscures. Pax Plante décide alors de crever l'abcès une fois pour toutes. En 1949, il publie dans Le Devoir une série de 60 articles intitulés « Montréal sous le règne de la pègre ». Il y dénonce la complicité d'une partie du corps policier et des autorités municipales avec la pègre. À la suite de ces articles, une enquête est ouverte et les procureurs sont Pax Plante et Jean Drapeau. Ça a demandé presque 5 ans de travail acharné, du matin au soir, dans des conditions que maintenant je préfère oublier, parce que si c'était à refaire, mon Dieu, on se demande si on recommencerait. En s'attaquant à la PEG et à certains gros bonnets, Pax Plante et Jean Drapeau vont subir des tentatives de corruption et même, on va même les menacer de mort. Finalement, il va y avoir une enquête présidée par le juge Caron, l'enquête Caron, et dont les conclusions seront la fermeture des bordels, la fermeture des maisons de jeu et surtout la destitution du chef de police de Montréal. Et par la suite, il sera beaucoup plus difficile pour les policiers de se laisser corrompre. Le degré zéro de la perfection, ça n'existe pas. C'est pourquoi quelques rares exceptions de corruption émergent de temps à autre dans la police de Montréal. Et la plus importante, c'est celle du chef de la brigade des stupéfiants de la police de la communauté urbaine de Montréal, Henri Marcheseau. Dans les années 1980, Henri Marcheseau est arrêté, jugé et condamné à 14 ans de prison. L'officier piquait des quantités importantes de drogue dans le stock saisi par ses propres services pour les revendre sur le marché et arrondir ainsi grassement ses fins de mois.
Mais il ne faut pas oublier qu'une armure anti-bombe n'offre aucune protection contre le souffle de l'explosion, de telle sorte que si quelqu'un porte ou non une armure au-dessus d'une bombe, il y a de fortes chances qu'il va être tué quand même. Votre prochain rendez-vous, JAG. Venez, fidèles téléspectateurs. Canal Indigo vous convie à un voyage en famille. Tout le monde est prêt? Avec plus de 20 nouveautés par mois, en janvier, Canal Indigo est la destination par excellence. Jusqu'à l'apparition des machines à vapeur et du moteur à explosion, le cheval était la principale force de travail mise à la disposition des êtres humains pour les transporter et aussi pour tirer de lourdes charges. Pendant très longtemps, la police de Montréal n'utilisait le cheval que pour tirer des charrettes. Les policiers à cheval ne sont apparus dans les rues de Montréal qu'au 19e siècle. Et ils y sont encore. Étant surélevé par rapport aux autres, ça m'avantage beaucoup. On va au-dessus des voitures, au-dessus des gens, puis on peut prévoir des choses qui arrivent vraiment à l'avance. Par contre, aussi, les gens nous voient arriver, fait que ça fait aussi un attrait, surtout dans le centre-ville qu'il y a juste des voitures, les mondes voient les chevaux arriver vraiment de très loin. Dans le musée de la police, il y a peu de photos anciennes de policiers à cheval. Celles-ci datent du début du 20e siècle. On voit ici un policier entre une moto, 1918, et un cheval. Et on voit vraiment ici le symbolisme de la photo. C'est l'homme qui quitte l'animal pour prendre la mécanique. Ce qui ne veut pas dire que le cheval disparaît de la police de Montréal. Voici une photo de la section cavalerie qui date de 1953. On voit une trentaine de cavaliers et leur monture. À ce moment-là, les cavaliers patrouillaient le centre-ville de Montréal, assistaient à la circulation et émettaient des contraventions. Et malheureusement, pour les automobilistes malchanceux, aujourd'hui aussi. Le stratagème utilisé par la police pour repérer les automobilistes en stationnement à la journée longue sur des emplacements prévus pour 1 heure ou 2 heures, la célèbre marque à la craie. Elle date des premières années du stationnement payant à Montréal. On avait des policiers qui travaillaient en moto, qui s'occupaient aussi du stationnement. Alors, les policiers qui travaillaient sur les triporteurs avaient en leur possession ce manche auquel était fixée une craie blanche. Ceci était fait pour marquer les roues des pneus pour des durées de stationnement limitées. C'est utilisé pendant des années par le service de police de Montréal, les communautés urbaines, et par d'autres corps policiers. Je sais que présentement, il y a encore de ces bâtons qui sont utilisés par des préposés dans certaines municipalités. Alors à Montréal, comme dans toutes les grandes villes du monde, lorsqu'il y a des interventions d'envergure, des manifestations qui ont lieu, le service de police doit être en mesure d'intervenir très rapidement et efficacement. Le centre de commandement est situé au plus haut du bâtiment du quartier général. C'est là que les commandants des opérations prennent les décisions stratégiques qu'ils communiquent aux forces de police sur le terrain. Alors, via le vidéo, via les télévisions publiques ou privées qui sont disponibles, les ordinateurs ou les systèmes de communication, les commandants d'opération auront très rapidement l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions et faire en sorte que tout se déroule bien dans le meilleur intérêt de tout le monde. Jusqu'au début des années 60, les manifestations ont été rares à Montréal. Le pouvoir politique et surtout la très puissante Église catholique organisaient la société pour qu'il y ait le moins possible de débordements de masse. À partir des années 1960, les contestations sociales seront de plus en plus nombreuses et on va assister à l'apparition de mouvements violents comme le FLQ, le Front de libération du Québec. Et cette violence-là va déborder, elle va faire son apparition dans la rue.
Une des premières grandes manifestations violentes à Montréal s'est déroulée le jour de la Saint-Jean 1968. C'était juste à la veille des élections fédérales. Alors, chef de l'opposition aux communes à Ottawa, Pierre-Éliott Trudeau s'était invité dans la tribune d'honneur. Les nationalistes québécois n'y virent qu'une provocation. Ils commencèrent à protester avec de plus en plus de véhémence. Des bouteilles de bière volèrent vers la tribune. Elles étaient vides, mais pouvaient quand même blesser tout autant. C'est dire aussi que certaines personnes étaient particulièrement réchauffées. Stoïque, Pierre Trudeau résista à l'attaque et resta en place. Pendant ce temps, la police entrait en action et arrêtait sans ménagement des dizaines de manifestants. L'intervention policière engendra de grandes rancunes chez les nationalistes. Mais le comportement volontaire de Pierre Trudeau lui valut l'admiration du reste du Canada et il fut élu triomphalement le lendemain. Le 7 octobre 1969, c'est une journée noire dans l'histoire de la police. C'est l'arrêt de travail des policiers de Montréal. En fait, il s'agit d'une grève, mais les policiers n'avaient pas le droit de faire la grève. C'était illégal. Et c'est pour ça qu'on va parler plutôt d'un arrêt de travail. Quel que soit le nom qu'on donne à l'arrêt de travail des policiers, pendant 16 heures, il n'y aura pas un uniforme policier dans les rues de Montréal. À ce moment-là, les pilleurs, les voleurs, les agitateurs vont s'en donner à cœur joie et on évalue à peu près à 18 millions les dommages qui vont être causés. Pendant toute la période d'activité du FLQ, 1963-1970, chose curieuse, la seule mort qu'on aura déplorée lors de manifestations violentes sera celle d'un policier, justement pendant l'arrêt de travail du 7 octobre 1969. Alors que les policiers sont occupés ailleurs, des syndicalistes s'en prennent à la compagnie d'autobus Murray Hill. Soudain, les manifestants s'emparent d'un autobus de la compagnie stationné dans la rue. Puis ils tentaient de la pousser dans le garage de l'entreprise. Et à ce moment-là, des gens qui étaient sur la toiture ont fait feu dans la foule. Alors le caporal Dumas, qui était sur les lieux, en habit de ville, a reçu un coup de feu qui avait été sans doute tiré par des gardiens de sécurité de la compagnie d'autobus. L'unité technique de la police de Montréal, mieux connue sous le nom de SWAT, possède un robot télécommandé pour saisir et puis transporter des charges explosives ou encore des colis suspects. Grâce aux yeux du robot et à une commande à distance, tout risque pour les gens qui manipulent est ainsi écarté. Mais dans les années 60-70, ce même genre d'activité tenait plus du bricolage que de la haute technologie. C'était vraiment une opération à haut risque. Les images les plus terribles de cette époque sont celles du démineur de l'armée canadienne, Walter Leja, soufflé par l'explosion de la bombe qu'il désamorçait dans une boîte aux lettres de Westmount. L'homme avait eu les deux mains arrachées et avait été violemment heurté à la tête. Il était resté fortement diminué et handicapé pendant toute sa vie. Le métier de démineur était vraiment dangereux. De 1963 jusqu'en 1971, le Québec et particulièrement Montréal ont été secoués par des explosions plus ou moins violentes provoquées par des membres du Front de libération du Québec, le FLQ. À cette époque, Robert Côté était responsable de l'escouade anti-bombe. Avec son équipe, il a désamorcé des dizaines et des dizaines d'engins. Cette photo nous ramène à 1969. J'étais un peu plus jeune à l'époque. Heureusement, les démineurs étaient protégés par une armure anti-bombe. Mais il ne faut pas oublier qu'une armure anti-bombe n'offre aucune protection contre le souffle de l'explosion, de telle sorte que si quelqu'un porte ou non une armure au-dessus d'une bombe, il y a de fortes chances qu'il va être tué quand même. Mais ça fait quand même de très bonnes photos pour la presse. L'armure pesait 85 livres. Et comme elle n'offrait à peu près aucune protection véritable contre une explosion de dynamite, on avait l'habitude de dire
que ça ne faisait qu'ajouter 85 livres dans la civière s'il devait y avoir une explosion. J'ai eu la surprise de constater que cette bombe-là n'était en fait que l'amorce d'une plus grosse bombe, parce que dans la Volkswagen, il y avait aussi quelques caisses de dynamite, et ce qui représentait une charge totale de près de 150 livres. Dans la nuit du 12 juillet 1970, Robert Côté, aidé de son ami John Meloche, a démantelé la plus grosse bombe jamais désamorcée en Amérique du Nord. Des patrouilleurs avaient repéré une petite Volkswagen garée bizarrement rue des Fortifications, sous le siège social de la Banque de Montréal de la Place d'Armes. Alors, je me suis introduit dans l'auto et j'ai confirmé qu'il y avait bien une bombe sous le siège. Comme je ne pouvais pas utiliser l'équipement protecteur, j'ai dû me résoudre à l'attaquer avec mes pincettes, les pincettes à manucure que j'avais achetées chez Pascal pour 3$ à peu près. Et Pascal, c'était le plus gros quincaillier de l'époque. Et après avoir neutralisé la bombe sous le siège du passager, c'est là que j'ai eu la surprise de constater que cette bombe-là n'était en fait que l'amorce d'une plus grosse bombe, parce que dans la Volkswagen, il y avait aussi quelques caisses de dynamite, et ce qui représentait une charge totale de près de 150 livres qui aurait détonné tout en même temps, évidemment, sous l'effet de la détonation de la charge sous le siège du passager. Le musée de la police conserve la machine à écrire qui a servi pour taper le manifeste du FLQ, diffusé à la télévision de Radio-Canada au moment des événements d'octobre 1970. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés par les grands patrons Steinberg, Clark... Après l'enlèvement du diplomate anglais James Richard Cross et du ministre québécois Pierre Laporte, le gouvernement de Pierre Trudeau réactive la loi sur les mesures de guerre. Des centaines de Québécois sont arrêtés. Et la police de Montréal participe à l'opération. Il faut bien l'avouer, c'est pas un des épisodes les plus glorieux de l'histoire du Canada. Mais dans un état de droit, la police et l'armée se doivent d'être au service du pouvoir civil et de maintenir la démocratie et l'ordre. Tout le monde a déjà vu dans un journal ou à la télévision le portrait robot d'une personne activement recherchée par la police. À Montréal, la réalisation des portraits robots est de la responsabilité de la division de l'identité judiciaire. Comme pour l'ensemble de la société, la police de Montréal bénéficie des derniers développements de l'informatique. Le musée de la police conserve précieusement un coffret de l'ancienne façon de réaliser des portraits robots. Alors voici un coffret de portraits robots utilisé par les techniciens d'identité judiciaire du service de police de Montréal pendant de nombreuses années. Ce coffret était utilisé sur des scènes de crime où il y avait des témoins et des victimes qui pouvaient reconnaître le ou les auteurs du crime. À partir des descriptions données des parties du corps, de l'anatomie de la personne, c'est-à-dire de la tête, des yeux, du nez, de la bouche, ainsi que du menton, on pouvait reconstruire un portrait robot de la personne. On pouvait même y ajouter des lunettes si nécessaire. Aujourd'hui, tout est fait de façon informatisée et on a même la couleur et la teinte de la peau.
La section de l'identité judiciaire du service de police de Montréal remonte au 19e siècle. La section s'appelait alors « section anthropométrique ». Eugène Laflamme a été, au 19e siècle, le fondateur du service anthropométrique de la police de la métropole. Il était à l'époque un employé surnuméraire de la Ville de Montréal. Son travail consistait à prendre la photographie et le signalement des prévenus qui étaient détenus dans les cellules de la sûreté municipale de l'époque. Eugène Laflamme est l'héritier d'Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon est le Français qui, d'une certaine façon, a inventé l'identification judiciaire. Il a commencé par les caractéristiques morphologiques. Le musée de la police de Montréal conserve précieusement une panoplie, un kit complet des instruments mis au point par Bertillon. Le personnel prenait, à partir des instruments qu'on voit ici, les mesures des parties de corps qui étaient par la suite inscrits à un rapport qui servait à identifier l'individu. Donc, les différentes pièces servaient à soit mesurer un bras, des choses dans ce genre-là. Ça, c'était utilisé pour la dimension de la tête. L'autre partie pour les membres plus petits, les doigts, les choses dans ce genre-là, le nez, etc. On rajoutait à ça sa photo et subséquemment ses empreintes digitales. Quand on parle de bertillonnage, on pense avant tout empreinte digitale. Pendant longtemps, c'était la seule preuve scientifique incontestable qui pouvait démasquer une personne suspecte. Jusqu'à l'informatisation des fichiers, le travail de stockage et de comparaison des empreintes digitales était un travail de moine. Mais aujourd'hui, pour le policier informaticien, c'est un jeu d'enfant. Pendant très longtemps, il était impossible de prendre les empreintes digitales sur des cadavres en état de décomposition. Cela interdisait l'identification de certaines victimes. Ce relevé est désormais possible grâce à une technique mise au point par 2 policiers montréalais. Leur méthode est aujourd'hui utilisée dans le monde entier. Les empreintes digitales ne sont plus la seule preuve scientifique incontestable, parce qu'il y a maintenant l'ADN. Sang, sperme, peau, cheveux, ongles, les agents de l'identité judiciaire traquent la moindre trace d'ADN sur des scènes de crime. Et ces preuves permettent de plus en plus souvent de coincer des criminels. Comme la police conserve dans ses archives toutes les preuves matérielles de crimes non résolus, il a été décidé de mettre en place un nouveau service dépendant de la division des crimes majeurs. Le service des cas non résolus, mieux connu comme le Cold Case Squad. Le Cold Case Squad dépend de la division des crimes majeurs. André Bouchard est le chef de la division. Voici les boîtes des dossiers de homicides non résolus. Alors, on a des dossiers qui partent de 1983 et jusqu'à 1999. L'un des cas le plus spectaculaire de crime enfin résolu par cette unité est celui de William Fife, le plus grand tueur en série découvert au Québec. À l'automne 1999, 4 femmes sont retrouvées sauvagement assassinées et mutilées dans la région de Montréal. Une empreinte digitale est recueillie à Baie-d'Urfé dans la maison de la dernière victime. Comparée aux empreintes contenues dans le fichier de la police, l'empreinte recueillie correspond à celle d'un certain William Fife, déjà fiché. L'homme est immédiatement mis sous surveillance. Au même moment, pour le faire réagir, la police annonce qu'elle a un suspect pour plusieurs meurtres. Très inquiet, William Fife jette dans un bac à ordures ce qui pourrait le lier au dernier meurtre. La police récupère immédiatement le tout. Sur des espadrilles jetées par Fife, on découvre des traces de sang. L'ADN prélevé est celui de la dernière victime de Fife. Le meurtrier est arrêté. Devant les preuves incontestables, il avoue les 4 assassinats de l'automne. De l'ADN trouvé chez lui permet de résoudre un autre assassinat. À part des 5 meurtres qu'on pouvait prouver par ADN, M. Fife y a avoué 4 autres homicides. Ça prouve que ADN, c'est le futur.
On sait que c'est une technique qui de plus en plus va améliorer. Et c'est pour ça que l'escouade existe présentement et dans le futur, elle va juste grossir. Les réserves du musée renferment un appareil qui fait partie de l'histoire contemporaine de Montréal. Un magnétophone, une enregistreuse bien spéciale. C'est cette machine qui a servi à enregistrer les conversations de Paolo Violi. Dans les années 1970, Paolo Violi est un des principaux lieutenants du chef de la mafia de l'époque, Vic Cotroni. Il a un bar à Saint-Léonard, le Reggio Bar. Et c'est là que se réunissent très souvent des membres de la pègre. Alors, la police de Montréal décide d'y installer des micros et pendant 6 ans, on va enregistrer toutes les conversations pour être capable d'avoir des preuves vraiment très bien bétonnées. Et l'enregistreuse avait quand même quelques particularités. Alors, il s'agit ici d'une enregistreuse 40 pistes. Le but premier, une 40 pistes, c'est de démontrer à la Cour, une fois déposé en preuve, qu'il n'y a pas eu une manipulation des bandes d'écoute, parce qu'il y a 3 bandes qui servent, une à la température, une deuxième à l'heure et une troisième à un poste de radio. Les 37 autres bandes, eux autres, servent à enregistrer des conversations. Sous le regard de nombreux policiers dans une salle remplie à craquer, Violi se présente dans le box des témoins. Les conversations du Reggio Bar ont été divulguées pendant les audiences de la SECO, la grande commission d'enquête sur le crime organisé. Ah non! Violi s'entretient ici avec un certain Cuffaro de la famille Bonanno de New York. Après la diffusion de ces révélations, Paolo Violi a perdu tout crédit auprès des membres du crime organisé québécois. À un point tel que les nouveaux maîtres de la mafia montréalaise décidèrent de le supprimer. C'est donc un petit peu à cause de cette machine que Paolo Violi fut assassiné en janvier 1978 dans son propre bar qu'il avait revendu. De grands événements peuvent avoir parfois des conséquences imprévues sur le taux de criminalité. Je suis heureux d'être aujourd'hui chez vous, à Montréal. Parmi les grands événements qui ont marqué l'histoire du service de police de Montréal, il y a évidemment la visite du pape en septembre 1984. J'étais à l'époque directeur des télécommunications et on suivait de près, évidemment, le déroulement des événements. Il est remarquable que durant ces 3 journées-là, le nombre d'appels logés par les citoyens à la police a chuté considérablement, surtout pendant la messe papale. Il semble que tout le monde était cloué devant son téléviseur, même les voleurs. Peut-être qu'ils regardaient le pape sur le téléviseur volé, mais au moins il n'en volait pas d'autres pendant ce temps-là. Le phénomène se reproduit pour les grandes soirées de sport, comme pour les séries finales de la Coupe Stanley, quand le Canadien est impliqué, bien sûr. On a dit carrément sur un rassemblement, moi je travaille pas avec elle, sans me connaître, sans savoir ce que je valais, c'est juste le fait parce que j'étais une femme. Aujourd'hui, toutes les voitures de patrouille sont équipées d'un système de communication audio pour des échanges verbaux et d'un système visuel avec un mini-écran permettant de recevoir et d'envoyer des messages alphanumériques. Le système de transmission dans les voitures date de 1989. Il s'appelle City. Je m'inscris ici, parce que je n'étais pas inscrit sur la tête. On va aller voir ça. Dans le temps, les policiers se servaient d'un réseau spécial de communication. Pour ceux et celles qui les ont connus, ce sont les célèbres boîtes bleues. Ces boîtes contenaient un téléphone directement relié à la police. Elles étaient à la disposition du public et des policiers. Tout le monde pouvait les utiliser pour entrer en contact avec la police. Cette boîte ici, cette boîte de police, a été utilisée à partir de 1961. Avant cette période, ils utilisaient
des boîtes, mais seulement les policiers avaient accès à ces boîtes. Ça prenait une clé pour l'ouvrir. Seulement lui pouvait l'utiliser pour appeler puis demander soit de l'assistance ou s'il était avec un prisonnier ou de pouvoir parler avec son officier supérieur. Le service de police met en place le CT2, plus performant. C'est un ordinateur avec tous les avantages de l'accès au réseau Internet. L'ordinateur a révolutionné tous les départements du service de police. Le changement le plus spectaculaire, c'est le rôle joué par l'informatique dans l'établissement des dossiers de preuves pour des procès. Parce que la police doit remettre un exemplaire complet de tous les documents du dossier à chaque avocat. Le plus important dossier à monter, ça a été celui du procès de 42 motards arrêtés en 2001. Ces 42 motards étaient défendus par 42 avocats. On avait 500 000 documents à remettre à chaque avocat, qui correspondait à 21 millions de documents à la fin. Pour éviter ce problème, la police de Montréal, ici à Place Versailles, on a inventé un nouveau système. En place de donner 500 000 documents, on a donné 15 CD à chaque avocat. Pour le public, la section la plus spectaculaire de la police, c'est la section technique, un nom banal qui cache en fait le célèbre SWAT. Le SWAT intervient près de 400 fois par année pour des prises d'otages, des engins explosifs, des colis suspects ou même des interventions sous-marines. Il y a peu de temps, quand le SWAT devait désamorcer un colis piégé, il choisissait souvent de le faire exploser sur place, tout simplement. Depuis le 11 septembre 2001, les choses ont changé complètement. On ne peut plus se permettre de manipuler des colis de la même façon, vu qu'on ne veut pas non plus faire exploser le colis, qui pourrait être de nature chimique. Donc maintenant, il va avec des équipements qui ont une capacité de travailler de façon pointue. Tout appel concernant des armes ou des produits dangereux, tels de l'anthrax ou du sarin ou une bombe sale, tels des objets radioactifs ou un appel concernant des éléments nucléaires, sera traité par nos techniciens en explosifs. Les hommes du SWAT sont des êtres assez exceptionnels. Ils subissent une série de tests psychologiques très poussés. Ils ne doivent pas craquer ou perdre leur sang-froid. Ils subissent également un entraînement physique intensif. Ils doivent être en tout temps dans une forme physique exceptionnelle. Nous avons suivi un membre du SWAT en train de revêtir son équipement. Nous avons ajouté une balance pour le peser avec les pièces de son équipement. Avec la veste, le casque, les plaques antiballes de fusil et le bouclier blindé, le policier doit porter un poids supplémentaire de 108 livres. La première apparition médiatique du SWAT a eu lieu le 6 décembre 1989, au moment de la tragédie de l'école polytechnique, alors qu'un jeune déséquilibré a tué froidement 14 étudiantes. On attribua le grand nombre de victimes au fait qu'aucune police n'avait reçu l'ordre de pénétrer dans l'école avant l'arrivée du SWAT. Ils n'avaient pas la formation requise. Il y a eu des formations maintenant auprès des patrouilleurs, auprès de l'ensemble des policiers, qui maintenant fait que les policiers vont intervenir rapidement. Si on prendrait le cas de la Polytechnique, nos patrouilleurs réagiraient rapidement à ce qu'on appelle un déploiement rapide. Évidemment, c'est un changement de tactique, de stratégie, et avec les années, il a fallu changer les façons de faire. La présence de femmes dans la police n'étonne plus personne aujourd'hui, et pourtant, il en a fallu du temps pour en arriver là. Les premières femmes embauchées le sont quelques jours seulement après la fin de la Première Guerre mondiale. En novembre 1918, le service de police fait un essai. Ils embauchent 4 femmes policières. Par contre, en réalité, on ne veut pas avoir des femmes dans le service de police et après 2 mois, on les remercie de leur service. Pour voir de nouveau des femmes dans la police, il faudra malheureusement attendre une Deuxième Guerre mondiale.
C'est en 1947 que le service de police embauche ses 27 premières policières. Par contre, comme dirait Yvon Deschamps, wow là, faut pas qu'elles en demandent trop, hein? Ce qui fait que les 27 premières policières, maternité oblige, sont assignées à la moralité juvénile où elles travaillent sans armes. Il faudra attendre 1979 pour qu'enfin les femmes soient incorporées dans le service de police de la CUM à égalité avec les hommes. Il a fallu un peu de temps avant que les femmes soient pleinement acceptées, d'abord par la population et ensuite et surtout par beaucoup de leurs collègues mâles. En 1979, Christine Forcier a été la toute première femme à patrouiller dans les rues de Montréal. Les citoyens étaient vraiment surpris de voir une femme en uniforme avec l'arme à feu, l'uniforme au complet. C'était vraiment merveilleux pour eux de voir ça. Les gens venaient me toucher pour voir si j'étais réelle, si c'était vrai. Et les gens me posaient la question si j'étais l'épouse de policiers avec qui je travaillais. C'était assez cocasse. Lison Ostiguier est entrée dans la police peu de temps après Christine Forcier. On a dit carrément sur un rassemblement, moi je travaille pas avec elle, sans me connaître, sans savoir ce que je valais, juste le fait parce que j'étais une femme. Robert Côté reconnaît qu'à l'époque, il était un de ceux qui doutaient de l'efficacité des femmes dans certaines situations. Mais depuis, il a changé d'avis. Dans notre temps, dans une bagarre, quand il y avait des grosses polices, bien souvent, la bagarre était terminée, mais par notre seule présence, notre intervention, le bal reprenait. Parce que c'était des fiers à bras qui étaient contents de pouvoir dire qu'ils avaient planté une police. C'était la gloire. Mais quand arrive une policière, c'est une autre histoire. La renommée ne sera pas aussi grande s'il frappe une policière. La présence des femmes a eu un effet bénéfique également lors d'interventions pour viol ou encore pour violence conjugale. Les jeunes filles ou les femmes se confient plus facilement à une femme qu'à un homme. Une fois acceptée par ses collègues, Lison Ostiguier n'était pas au bout de ses peines. Elle a été la première policière gradée à commander des hommes. J'ai vécu souvent aller avec mon adjoint, avec mon sergent sur un appel où il fallait que je prenne charge. Puis, parce qu'il était plus grand que moi, il mesurait 6 pieds, les gens faisaient affaire avec lui, parlaient avec lui. Et là, lui, il s'amusait en disant, bien, regardez, c'est elle qui est en charge, là. C'est à elle qu'il faut dire les choses, parce que c'est elle qui va prendre les décisions. S'il y a encore quelques vieux dinosaures misogynes qui acceptent mal la présence des femmes dans la police, d'abord, ils ne sont pas loin de la retraite. Ensuite, les femmes comptent pour pas loin de 30% des effectifs et personne ne s'en plaint. Et les femmes, mais aussi les minorités visibles, font maintenant partie du paysage de la métropole pour le bénéfice de tous. Un couloir du quartier général est dédié aux policières et policiers morts en service depuis une vingtaine d'années. Il y a des assassinats délibérés, comme celui du sergent-détective Robert Larue. L'enquête démontre que quelqu'un qui voulait devenir membre d'un club de motards aurait commis le délit. En 1985, la première policière à Montréal à être abattue, Mme Jacinthe Fife, qui a été atteinte d'une balle tirée par quelqu'un qui était embusqué dans des buissons. Robert Barry, Claude Saint-Laurent, Robert Lagacé, Yves Faneuf, André Lalonde, Alain Matte, Benoît Lécuyer sont tous morts en service. Mais un cas reste encore très présent dans les mémoires, celui d'Odette Pinard. Qui était dans un comptoir, un poste de police, en train de rédiger un rapport, et pour une raison encore inconnue, a été atteint à la tête d'un projectile d'arme à feu.
On est quand même loin de l'époque de ces gros policiers qu'on appelait les bœufs qui semaient la crainte et non pas le réconfort. Avec l'ouverture des postes de quartier, bon nombre de policiers se sont rapprochés de la population, ont découvert un certain nombre de problèmes quotidiens, ce qui a permis peut-être des meilleures relations avec la population. Et la population montréalaise et montréalaise, elle aussi, a réussi peut-être à découvrir des visages qu'elles ignoraient du corps policier. Tout cela justifie encore davantage la devise de la police de Montréal, « Ensemble pour mieux servir ». Le monde parfait, ça n'existe pas. À tort ou à raison, les citoyens rouspètent encore souvent contre leur police. Mais on ne lui pardonnera pas de ne pas être immédiatement sur place en cas de besoin. Comme la société québécoise, le service de police de la ville de Montréal a traversé l'histoire en s'efforçant d'en suivre le cours. Globalement, on peut constater que jusqu'à présent, il s'en est plutôt bien sorti. Quartier des 18, 23, pour l'instant, vous êtes juste vous aviser si vous avez besoin de quoi.